Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Café Débat, le 3e numéro de la nouvelle année 2020. Bien sûr, une façon pour nous, une fois encore, de vous souhaiter une bonne année 2020. 3e numéro évidemment qui se focalise sur la situation du pays. Vous le savez, la Guinée est donc au cœur d'une instabilité politique et sociale, même si elle est encore face aux défis de 2 échéances électorales, les législatives et la présidentielle, toutes devant être tenues en cette année 2020. Je le disais hier, nous revenons là-dessus. Et donc le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, vous le savez, avait donc fait une marche de l'ultimatum, suite à laquelle marche, elle avait donc alerté les autorités de lancer à partir du lundi 13 un mouvement de résistance active, dite active et continue. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui sur le terrain en termes d'adhésion des citoyens à cet appel du FNDC, l'effet de ce mot d'ordre de résistance active. Pour en parler, nous donnons la parole dans cette première partie de Café Débat, puisque c'est bien entendu le sens de cette émission, donner la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ibrahima Diallo, il est le chargé des opérations du FNDC et c'est lui donc qui nous reçoit ici pour parler de ce mot d'ordre de résistance active du FNDC. Monsieur Diallo, merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir, merci. C'est vrai que nous sommes dans une situation de crise. J'imagine les soucis que vous avez en ce moment, mais cela ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de profiter de ce début d'année et de vous souhaiter bonne année 2013. Et pour vous, comment ça commence cette année 2020? Merci beaucoup, bonne et heureuse année à vous et à vos téléspectateurs. Et comment ça commence l'année? L'année commence très mal pour le peuple de Guinée et cela est dû au comportement et attitude de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous vous souvenez que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le FNDC a bien pris la peine d'interpeller la communauté, l'opinion nationale et internationale sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons créé ce mouvement FNDC le 3 avril 2019, tout en sachant que M. Alpha Condé était sur la lancée de modifier la constitution guinéenne et tout de même la changer pour se maintenir au pouvoir à vie. Donc nous avons interpellé l'opinion nationale et internationale, mais fort malheureusement il y avait certaines couches qui ne nous comprenaient pas, qui pensaient qu'on faisait un procès d'intention au président de la République qui ne s'était jamais prononcé. Aujourd'hui, depuis le 19 décembre 2019, l'histoire nous a donné raison d'avoir attiré très tôt l'attention de l'opinion là-dessus, raison d'avoir constitué, d'avoir créé le FNDC qui regroupe aujourd'hui les principales forces de l'opposition et les acteurs de la société civile ainsi que des syndicalistes et autres. Donc aujourd'hui nous vivons une situation, c'est vrai, difficile parce que je sais pas, on va revenir tout à l'heure sur le bilan des événements. Absolument. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'année commence très mal et cela est dû au comportement et attitude des autorités qui sont en train de nous gouverner. Oui, l'année commence très mal. Il n'y a qu'à voir déjà ce qu'il y a sur le terrain comme dégâts et ça m'amène à la question de départ. C'était quoi la nature du mot d'ordre? C'était quoi la stratégie que vous auriez voulu pour ce mot d'ordre de résistance? Pour vous, quand vous avez dit aux citoyens et à tous ceux qui adhèrent à l'idée, à l'esprit du FNDC, d'opérer, d'observer la résistance active, ça consistait à quoi exactement sur le terrain? D'abord, il faut dire que ce qui nous a amené à prendre la décision d'aller à la résistance citoyenne et active, surtout permanente, sur toute l'étendue du territoire national, cela est dû à un constat. Parce que le FNDC, comme vous avez constaté, depuis le 24 octobre, les autorités nous refusent tous les itinéraires qu'on propose. Et les itinéraires qu'on propose et qu'on nous refuse, sont acceptés par les autorités
de Conakry. Et donc du coup, face à cette injustice, nous étions en droit et même dans l'obligation de demander au peuple de Guinée de résister face à cette oppression que la dictature d'Alpha Condé est en train d'imposer au peuple souverain de Guinée. À la suite de cela, nous avons organisé la marche de l'ultimatum le 6 janvier dernier, à l'occasion de laquelle d'ailleurs nous avons dit que c'est toute notre dernière marche où nous allons accepter un itinéraire imposé par les autorités. Donc nous avons invité les citoyens donc à se préparer à la résistance active et permanente sur le terrain. Alors comment se manifeste cette résistance active et permanente? Nous avons demandé aux citoyens de s'organiser en leur manière dans les différents quartiers, dans les différents secteurs et carrés pour pouvoir protester contre la décision du président de la République de briguer un troisième mandat. Et donc vous pouvez sortir devant votre cour pour protester. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'écrire sur des pancartes ou sur des papiers volants ou faire des pétitions et autres. Tout ça constitue des éléments sur lesquels les citoyens sont appelés à se confondre pour exprimer leur mécontentement face à cette décision du président de la République. Et donc, comme vous l'avez constaté, nous sommes aujourd'hui très heureux de constater que le lundi déjà, au coup d'envoi de cette résistance active et citoyenne, sur les 33 villes de l'intérieur du pays, les 23 ont répondu à l'appel du FNDC. Les villes qui donc sur 33 préfectures, selon votre constat, les 23 ont observé effectivement le mot d'ordre. Le mot d'ordre, effectivement. Dans les autres villes qui n'ont pas observé le mot d'ordre, ce n'est pas dû à la mauvaise foi des citoyens, c'est parce que ces villes-là les habitants de ces villes ont été confrontés par un dispositif impressionnant des services de sécurité qui les empêche d'exprimer leurs opinions contre le projet de troisième mandat. Mais ce qui est regrettable encore une fois, c'est que nous assistons au cas des morts, des personnes qui sont assassinées par des forces de défense et de sécurité aux ordres du gouvernement. Et donc nous sommes au nombre de 4 aujourd'hui. 2 personnes assassinées à Conakry, 2 autres personnes assassinées à l'intérieur du pays, notamment à l'Abbé. Donc, et depuis le début de la manifestation du FNDC, nous sommes aujourd'hui à 30 morts. Et jusqu'à présent... Depuis le 14 octobre. Depuis le 14 octobre, nous sommes à 30 morts. Et jusqu'à présent, la justice ne se bouge pas. Et c'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de demander aux citoyens de résister à l'oppression. Sinon, Alpha Condé va continuer à gouverner la Guinée et il va faire adopter son projet de nouvelle constitution pour se maintenir au pouvoir à vie. Donc nous refusons cela et nous allons, autant de fois que M. Alpha Condé va dérouler son projet de troisième mandat, autant de fois nous allons appeler le peuple de Guinée dans la rue et à résister face à l'oppression et à exprimer son opposition au projet de troisième mandat. Alors, la stratégie pour certains semble dispersée, risquée pour ceux qui sortent, et ça se dit que vous qui avez donné le mot d'ordre de la stratégie de résistance, vous ne sortez pas, vous ne vous manifestez pas, on ne vous voit pas dans la rue. Par contre, d'autres gens descendent et sont exposés à ces risques-là, entre autres d'être abattus, comme les 4 qui l'ont été déjà depuis 72 heures, ou être malmenés, maltraités. On voit des vidéos où on malmène des vieux, des jeunes, où on renverse les marmites dans les foyers, tout. Est-ce que c'est vrai que vous, meneurs, vous êtes en retrait depuis lundi? On va dire la suite, ce sera quoi exactement après 72 heures déjà? Est-ce que les gens devront déployer l'effort de résistance, ou est-ce que 3 jours après, parce que nous sommes mercredi aujourd'hui, vous constatez qu'il y aura lieu de revoir votre stratégie en termes d'interruption pour ne pas justement gaspiller l'énergie des uns et des autres? Parce que de l'autre côté on se dit que non, la ville respire à plein poumon. Je parle de Conakry avec les vidéos des gens du camp d'en face, de la mouvance, du gouvernement. D'abord, votre présence sur le terrain, les meneurs. Attendez, vous savez, le gouvernement, c'est le gouvernement qui entretient
ses arguments et a intoxiqué la population et dans le but de décourager les citoyens, mais nous ne tombons pas dans ces pièges. Nous avons appelé à manifester et nous sommes toujours au devant de cette situation. Je rappelle quand les gens ont envoyé des milices pour nous kidnapper dans nos domiciles, et bien entendu, et cela a fait écho. Et donc, vous avez vu, s'il faut s'indigner, il faut s'indigner par rapport à ce genre de situation. S'il faut s'indigner aujourd'hui, il faut s'indigner par rapport au cas d'assassinat et au cas de mort que nous enregistrons sur place. Quand le FNDC appelle, c'est le peuple qui sort, ce n'est pas des individus. Donc si le gouvernement est en train de dire tel n'est pas sorti, tel n'est pas sorti, ça veut dire tout simplement certainement que le gouvernement a envoyé des gens, les milices sur le terrain pour aller attenter à la vie des leaders du FNDC. Sinon la question ne se pose pas. Pour preuve, je suis avec vous aujourd'hui et tous les membres du FNDC s'activent et conduisent des opérations sur le terrain. Bien. Et organisent les choses. Alors, en parlant des faits, la première journée, certes, il y avait donc un climat, n'est-ce pas, de psychose qui se matérialisait par le vide qu'il y avait partout, les commerces, les boutiques fermées, la circulation complètement paralysée. À l'intérieur du pays, ce qui s'est passé à l'Abbé, on a vu le lundi. Mardi, c'était aussi l'Abbé. Et puis maintenant, il y a l'Elouma, il y a Pita, il y a Télémélé qui sont rentrés dans la danse. Il y a des édifices publics qui sont saccagés, qui ont été incendiés, des véhicules administratifs aussi, des responsables territoriaux qui ont pris leur pied au cou et donc qui ont fui leur localité. Et plus grave, il y a des cas de mort justement. Dans la stratégie, est-ce que c'était un des éléments de matérialisation de l'idée de résistance, c'est-à-dire s'en prendre aux édifices publics, ou est-ce que ça ne fait pas partie de votre mot d'ordre? Parce que du côté du gouvernement, on se dit que vous avez appelé les gens à les attaquer aux édifices publics. Maintenant, pour les cas de mort aussi, jusqu'à date, les 4 là, on ne voit pas que le gouvernement, pour l'instant, veuille endosser la responsabilité de ces tueries. On dit que ce n'est pas ces agents qui semblent être indiqués d'avoir tué ces gens. Par rapport à ces cas de tuerie aussi, qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus? D'abord, par rapport à la première question, il faut vous rectifier, ce n'est pas les villes que vous venez de citer seulement qui ont observé le mot d'ordre. Non, pas observé, je parle de là où il y a eu plus de saccages, voilà, et tout et tout. Il y a eu des cas de violence un peu partout. Il y a eu des cas de violence un peu partout. Et en Guinée, que ce soit en Basse-Guinée, que ce soit en Moyenne-Guinée, que ce soit en Guinée forestière, un peu partout. Et que ce soit en Haute-Guinée d'ailleurs. Aujourd'hui, nous enregistrons des arrestations à Dabola, nous avons des arrestations à Conakry, et à Boké, nous avons des arrestations à Sangaredi, et à Bofa également, nous avons des personnes qui ont été arrêtées. Et donc, le FNDC, dans sa déclaration, en demandant aux citoyens d'observer et de s'activer dans la résistance active et citoyenne sur toute l'étendue du territoire national, n'a pas appelé à la violence. Il faudrait que cela soit compris. Sur le cas spécifique de l'Abbé, dont vous venez de mentionner tout à l'heure, je rappelle qu'avant le début des manifestations du FNDC, le gouverneur Madifi Ndiané a fait une sortie médiatique où il a exprimé son intention de militariser la région de l'Abbé. Vous comprenez? Et donc du coup, si nous sommes arrivés aujourd'hui qu'il y a par endroit des édifices, des symboles de l'État sont attaqués par endroit, il faudrait bien se poser la question, celle de savoir est-ce que ce n'est pas les autorités sur place qui ont manigancé, pour justifier éventuellement la militarisation de la zone. Nous cherchons à le savoir. En tout cas, cela ne fait pas partie de la stratégie du FNDC. Nous cherchons à le savoir. Le FNDC n'a pas appelé à la violence. Nous avons appelé aux citoyens de s'organiser en leur manière de résister face à l'oppression. Maintenant, par rapport au cas de mort, le gouvernement a toujours rejeté les cas de mort. Et je vous rappelle ce qui est plus grave. Le gouvernement, nous avons reçu l'information avant le début des manifestations et nous avons sorti un communiqué pour dire que le ministre de la Sécurité a pris des dispositions
en postant des agents dans tous les hôpitaux et cliniques de Conakry pour arrêter tous les citoyens qui vont transporter les morts ou des blessés. Par balle. Ou des blessés. Donc du coup, nous avons informé, et cela c'est avéré vrai, parce que vous avez vu la première victime à Koza, la police est allée s'attaquer à la clinique où le corps était. Donc c'est extrêmement grave. On avait même interdit à un moment donné à la Croix-Rouge de toucher aux victimes. Donc c'est pour autant vous dire que nous sommes face à des personnes cyniques qui sont prêtes à tout pour garder le pouvoir. Nous n'avons qu'un seul moyen, c'est ce que la Constitution nous a donné, notamment l'article 21 en son alinéa 4 qui nous donne la possibilité, le droit de résister face à l'oppression, et c'est ce qu'on demande au peuple souverain de Guinée. Alors, 3 jours après, on a ce qu'on a sur le terrain, vous l'avez dit tout à l'heure, 4 morts, des édifices publics incendiés, des biens publics bien entendu, et il y a d'autres qui sont à l'hôpital, à l'IT, qui donc ont été blessés par balle, par voilà, d'autres manières. Quelle est la suite? On se dit que est-ce que les gens ne s'épuiseront pas? Est-ce que c'est la meilleure stratégie d'opérer non seulement cette résistance, mais de la faire continuer de jour en jour? Quelle est la suite évidemment de la chose? Je voudrais revenir sur un commentaire que vous avez fait par rapport à l'impact du mot d'ordre par rapport au phase. L'impact est visible. Aujourd'hui, il faut tout simplement interroger un économiste pour savoir quel est le coût que le gouvernement a pris. Vous avez, toutes les activités sont ralenties. Vous avez aujourd'hui en Guinée, le dollar est à 10 400. Vous avez 100 $, vous faites la monnaie, on vous donne, vous avez 1 040 000 en Guinée. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Guinée. En 2007, 2008, 2009, malgré la crise, le dollar n'a jamais dépassé 1 million. N'a jamais dépassé 1 million. Aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là. Et ça, nous n'avons pas souhaité. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités savent exactement quel est le coût de ces manifestations du FNDC. Et ils le savent, elles le savent du moins, j'allais dire, et elles ne minimisent pas cela. Alors, par rapport à la suite à donner à la résistance active et citoyenne, mais elle continue. Et la résistance, quand on dit résistance citoyenne et active, ce n'est pas de retrouver tout le temps, comme vous avez l'habitude de voir, des gens marcher d'un point A à un point B. Non, ce n'est pas évident. Nous sommes juste au 3e jour de la résistance citoyenne et active. Donc on attend, la résistance n'est pas stoppée. Est-ce que vous allez revoir la stratégie? Parce que si elle peut être intense, je parle de la résistance, si elle peut être intense au début, à un moment donné, nous allons toujours donner la possibilité aux citoyens de s'approvisionner. D'ailleurs, nous sommes dans cette logique. Et nous allons demander aux citoyens de s'approvisionner et continuer la résistance citoyenne, parce que le mot d'ordre est déjà lancé le lundi. Et vous allez observer, nous avons pris la peine d'observer le plus souvent des trêves pour permettre aux citoyens de... Donc ça veut dire que par un moment vous allez faire des déclarations pour remotiver les gens? Non, motiver, c'est de permettre aux citoyens de s'approvisionner. Les citoyens sont déjà motivés. Nous sommes conscients aujourd'hui que les gens ont besoin de trouver de quoi manger, etc. S'ils adhèrent aux idées et aux principes du FNDC. Donc nous tenons compte de ces appels des citoyens-là. Donc nous allons observer juste quelques jours de trêve pour permettre aux citoyens de s'approvisionner et reprendre les choses en début de semaine. Bien. Ça c'est évident. Alors, pour terminer, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour que tout ça s'arrête? Quand vous dites bien sûr que la stratégie de résistance n'est pas qu'il y ait des édifices cassés, qu'il y ait des incendies ici et là, évidemment qu'il y ait des morts, mais il y a tout ça aujourd'hui, malheureusement, et je pense que la quiétude est même en cause, la quiétude sociale, parce que derrière les cas de tuerie,
il y a des cas de frustration, il y a même des replis identitaires où on entend des discours comme quoi c'est une zone qui est ciblée, c'est une communauté qui est ciblée. Donc il y a problème. Pour que ça s'arrête, du côté du FNDC, qu'est-ce qu'il faut? Dans un premier temps, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il y ait un appel autour de la table ou qu'il y ait tout simplement une sortie officielle du chef de l'État pour dire qu'on met en berne le projet de nouvelle constitution? C'est ce qui va suffire. Je voudrais vous dire tout simplement que dans cette situation, il n'y a pas de repli identitaire, il n'y a pas d'ethnocentrisme dans cette situation. Et c'est le système contre le peuple. La violence vient toujours du côté de l'État et c'est le gouvernement qui continue la répression. Et je vais vous dire aussi que pour faire face à cette situation, pour que ça s'arrête, il faudrait que le président de la République puisse voir et prendre la décision d'ailleurs de s'adresser à la nation pour dire qu'il renonce à son projet de nouvelle constitution et à son 3e mandat. S'il fait l'annonce aujourd'hui, les choses s'arrêtent demain, ça c'est évident. Parce que tous ces combats, le FNDC est créé pour s'opposer au projet du 3e mandat. Pas pour autre chose, nous ne sommes pas un parti politique. Et le FNDC n'est pas une organisation de la société civile aussi, c'est un mouvement citoyen où il y a toutes ces entités-là. Donc dès que Alpha Condé déclare aujourd'hui qu'il renonce à son projet de 3e mandat, nous arrêtons tout. Et vous allez voir que les Guinéens vont consacrer toutes leurs forces et leurs énergies vers le développement du pays et qu'on va... Tant que cela n'est pas fait... Tant que cela n'est pas fait, nous allons continuer à appeler les Guinéens à descendre dans la rue et à observer le mot d'ordre de résistance active et citoyenne face à l'oppression dans l'esprit de l'article 21 de la Constitution alinéa 4. Voilà donc ce qu'on peut retenir de ces... Si vous permettez, je voudrais terminer par m'incliner devant la mémoire de ces nombreuses victimes de la dictature de M. Alpha Condé et profiter de l'occasion pour avoir une pensée positive à l'endroit de ces blessés alités dans les différents hôpitaux de Conakry. Et je demande aux citoyens de continuer le combat parce que le combat pour... aucun sacrifice dans le combat citoyen, aucun sacrifice n'est de trop. Dans le combat pour la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. Donc nous devons continuer le combat, nous sommes proches de la victoire. Merci. Alors, c'est vrai que vous venez de dire votre dernier mot, mais c'est important, c'est ce que je veux dire par rapport au cas de tueries qui se passe sur le terrain, la violence venant des forces de sécurité. De l'autre côté, le gouvernement dément chaque fois pour dire qu'il n'y a pas de preuves. Et puisque le mot d'ordre vient de vous, et on voit souvent des images sur la toile, qu'est-ce que le FNDC fait pour contredire cette version en apportant des éléments de preuve, images ou photos? Est-ce qu'il y a cette possibilité entre vous, par exemple aujourd'hui, et le ministre Damantan pour lui dire si vos hommes pensent qu'ils n'ont pas d'armes sur le terrain, voilà ce que nous avons, et vous pouvez en faire usage pour interpeller ceux qui pourraient être en train de tuer les gens ou rentrer dans les foyers, renverser les marmites? Damantan n'est pas notre interlocuteur. Damantan n'est pas notre interlocuteur. C'est le ministre de la Sécurité. Le ministre de la Justice, idem. Parce que aujourd'hui, vous avez vu, comme vous le rappelez, les images circulent un peu partout. Nous avons des gens qui sont sur le terrain, qui prennent des images. Et ces images-là, nous l'envoyons au fur et à mesure à la section crime de masse de la Cour pénale internationale. Donc ces images, vous les envoyez à la CPI directement? À la CPI directement, ça c'est évident. Parce que vous envoyez à la justice guinéenne pour faire quoi? Les gens qui sont, même s'ils voient, ils ont vu toutes ces images circuler sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il y a un communiqué du gouvernement? C'est pour dire non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est le système. Et nous étions dans ça. Il y a 20 ans encore, nous étions dans ça. C'était le même système qui était là. On niait tout. Au moment où on assassinait les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, le gouvernement disait toujours que c'est pas vrai. Donc à l'époque du gouvernement Conté. Effectivement, c'est évident. C'est le système qui continue. Et c'est les mêmes personnes qui commettaient ces exactions qui sont aujourd'hui les maîtres du moment.
C'est le paradoxe. Ouais. Voilà, des images donc ce qui circule en ce moment sur le terrain pour le FNDC, c'est peine perdue d'envoyer ces images auprès du gouvernement, donc il les envoie plutôt auprès de la CPI, donc de Fatou Bensouda, pour qu'elle en fasse usage au cas où, pourquoi pas. En tout cas, c'est une première pour vous rencontrer, faire l'état de lieux. On aura l'occasion de revenir, pourquoi pas en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, pour voir ce qui se serait passé en ce moment, bien entendu, pour voir qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée sorte de cette situation d'instabilité. Vous voyez sur le terrain, les choses s'apparentent un peu aux années 2007 où les édifices sont saccagés, les biens publics, voire même privés. Des morts, on n'en parle presque plus. Qu'est-ce qui est attendu si ce n'est en tout cas la sagesse du chef de l'État qui devra donc puiser là-dedans un peu ce qu'on attend de lui en pareille circonstance. C'est donc la fin de cette première partie de Café Débat. Merci M. Diallo de nous avoir reçus. Plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et nous nous retrouverons tout à l'heure dans la deuxième partie pour quelques 17 minutes pour parler cette fois-ci de processus électoral, plus précisément du fichier qui fait polémique aussi. Et là-dessus, nous recevrons Madame Camara, qui est la directrice du département fichier de la CENI, qui nous parlera de ce qui se passe en ce moment sur cette question après la pause thé. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous étions dans la première partie de cette émission Café Débat de l'autre côté. On a donc changé de cadre. Il faut tout de même rappeler au compte de la première partie de cette émission où nous parlions du mot d'ordre du FNDC que face aux accusations qui tombent sur les forces de l'ordre quant au cas de tuerie, de violence sur le terrain, nous avons donc tenté de joindre le ministre de la Sécurité, évidemment, pour qu'il passe dans l'émission afin de donner la version du gouvernement. Malheureusement, pour l'instant, il ne se rend pas disponible. Alors donc, nous continuerons donc à demander jusqu'à ce qu'on l'en ait dans cette émission Café Débat. D'ici là, on va parler du fichier électoral comme je l'ai tantôt annoncé. Vous le savez, la Guinée est face au défi des doubles échéances, notamment les législatives le 16 février 2020, mais aussi la présidentielle en fin d'année si tout va bien. Pourquoi ne donc pas parler d'abord de ce fichier, puisqu'au sortir de la phase d'enrôlement, il y a eu beaucoup de débats, de contradictions quant aux statistiques. Le fichier qui est donc à 8 millions, est-ce que ce sont les chiffres finaux ou est-ce que c'est provisoire? Qu'en est-il des cas de mineurs enrôlés, ainsi de suite? Pour répondre à toutes ces questions, nous donnons la parole à qui de droit, qui maîtrise le sujet. Ici à la CENI, il s'agit de Mme Djenab Camara. Elle est la directrice du département fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante qui nous reçoit ici. Mme Camara, merci de nous recevoir ici. C'est à moi de remercier l'équipe de Gangan TV et merci à vous, M. Roui. Merci beaucoup. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de débats autour du fichier électoral. Ça fait que la CENI est, on va dire, sous les projecteurs, un fuseau de critiques. Et au cœur de tout ça, ce sont les chiffres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit qu'après l'enrôlement, que le fichier est passé de 6 millions à 8 millions. On pense que c'est une extraordinaire performance qui, pour certains, ne s'explique pas. Alors vous, comment on est passé, selon vous, de 6 à 8 millions d'électeurs? Est-ce que ce sont des chiffres finaux ou est-ce qu'on est à une phase provisoire pour l'instant? Merci beaucoup. Je remercie, comme je l'ai dit tantôt, l'équipe de Gangan TV. Et je salue tous vos millions de téléspectateurs qui vous suivent dans cette émission Café Débat. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir dans les locaux de la CENI et au département fichier électoral. Merci. Pour parler de statistiques. Je pense que de telles émissions est vraiment l'endroit idéal à tête reposée de parler de chiffres, parce que nous parlons de statistiques. Je commencerai par vous rassurer que ces statistiques sont provisoires. D'accord. C'est les statistiques provisoires des électeurs valides de notre fichier électoral que nous avons publié il y a quelques jours à l'attention des institutions internationales, nationales, les candidats et listes de candidats engagés dans les élections, la société civile et l'administration notamment et la presse. C'est vrai que nous étions à 6 042 336 électeurs en 2015 et depuis 2015 il n'y a pas eu d'enrôlement. Depuis 2015 nous n'avons plus enrôlé personne. Personne. Donc les citoyens guinéens qui sont majoritairement jeunes
qui ont atteint 18 ans. Donc tous les enfants qui sont nés entre 2000 et 2001 ont le droit aujourd'hui de voter. Et puisque nous avons fait 2016 sans enrôler, 2017 sans enrôler, 2018 sans enrôler, ça fait 3 ans. 3 ans donc. 3 ans. Donc il était important de prendre en compte l'ensemble de ces citoyens qui ont atteint l'âge de voter, qui ont 18 ans pour venir s'enrôler. Donc si on prend en termes de progression, ça veut dire que c'est 2 millions de personnes qui sont venues s'ajouter à l'ancien fichier qui fait qu'aujourd'hui on est à 8 millions d'électeurs. Sachant qu'on était face aux mêmes revendications en 2015 pour dire nous n'avons pas confiance, nos électeurs n'ont pas été enrôlés. Quand on a fait donner la possibilité de faire ce qu'on a appelé la révision complémentaire à l'époque, 15 jours, nous n'avons pas pu avoir plus de 60 000 personnes enrôlées de nouveau pendant 15 jours, pour un budget qui était dans l'ordre de plus de 37 milliards de francs guinéens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour enclencher ce process, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs agents qui sont intéressés. Vous prenez 3 973 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, composées de 5 membres. Vous le multipliez plus l'extérieur si vous rajoutez, vous êtes à 4000 commissions. Vous multipliez ça par 5 personnes, ça vous fait déjà plus de 20 000 personnes à gérer. Ensuite, vous venez au niveau des kits, des opérateurs de saisie. Vous avez plus de 8 000 personnes que vous gérez. Il y a des endroits d'affluence comme Conakry, il faut forcément 2 opérateurs compte tenu. Il y a des grandes communes à l'intérieur du pays et les communes urbaines, généralement, il faut 2 personnes. Donc on se retrouve avec 8 000 plus, c'est plus de 20 000. Donc, vous avez ensuite nos démembrements qui sont passés de 2 000 à 5 000 personnes. 5 006 environ de personnes à gérer sur le terrain. Donc vous comprendrez que c'est une grande opération. Et pour ne serait-ce que repousser de quelques jours, vous avez vu l'architecture que vous gardez toutes ces personnes sur le terrain. Il faut avoir les moyens, il faut avoir les finances, et il y a une question technique aussi qu'il faut régler. Et les opérations, le logiciel est bloqué à une date. Donc, parce que la loi dit peuvent s'enrôler sur la liste électorale l'électeur qui a 18 ans à la clôture de l'opération de révision. Donc, on fait formater, on programme le logiciel à la date de clôture. D'accord. Donc, si vous voulez repousser la date, vous êtes obligé de toucher plus de environ 4000 machines sur le terrain pour changer. Pour les réadapter. Pour les adapter à la date. Donc, vous comprenez un peu la partie technique, les difficultés liées à cela. Donc le fait qu'on n'a pas, le fait qu'on n'a pas donc rallongé cette période de, c'était quoi, 26 jours, 25 jours, c'est pas de mauvaise foi, c'est parce que techniquement il y avait un problème. Point de vue finance aussi, il y avait des soucis. On l'a pas budgétisé. Et quand on évalue, comme je vous ai dit, avec l'augmentation qu'on a connue, on budgétise 250 000 francs guinéens comme prime. Et je l'ai dit à la réunion dernière, que nous sommes partis de 50 000 francs en 2010 comme prime. Parce que c'est des agents qui doivent être désignés dans leur localité. Malheureusement, on désigne des gens qui ne sont pas dans la localité, qui sont confrontés à des frais de transport. Donc on est passé de 50 000 à 150, à 200. Et cette année, ce qui était budgétisé pour l'État, c'est 250 000. Imaginez à combien on a payé les membres des CAL. À 1 million. De 250, avec le nombre que je vous ai donné, 4000 commissions, environ 3900 euros, multiplié par 5, et les primes qu'on devrait les avoir, qui étaient budgétisées dans la loi des finances, étaient de 250 000. Alors, avec les différentes revendications, on est passé de 750 000. D'abord, on allait sur la base de 700 000. Ensuite, les réclamations, on augmente, on passe à 1 million. 1 million multiplié maintenant par ce nombre que je vous ai dit, imaginez, ça fait combien de milliards. Alors, vous ne pouvez pas, à tue-tête comme ça, faire de telles programmations sans avoir l'assurance que cet argent, ce n'est pas que vous l'aurez, mais il faut l'avoir maintenant. Bien sûr. Parce que c'est les ressources humaines que vous gérez. Ils ne vont pas attendre 2 semaines. Si l'argent n'est pas disponible, vous ne pouvez pas les payer. Et la partie technique, je vous ai dit, il faut encore redéployer les gens pour reparamétrer l'ensemble des kits. Voilà un peu la situation. Les chiffres provisoires, c'est vrai. Nous avons publié 8 330 000
688 électeurs provisoirement, jusqu'à ce qu'on finisse l'affichage des listes électorales provisoires et la gestion des contentieux sur ces listes. Généralement, rarement les chiffres montent, mais les chiffres baissent. Après la phase de contentieux? Oui, les chiffres baissent généralement. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées. Nous en parlerons dans cette émission. Alors, donc c'est à titre provisoire. Provisoire. Avant donc de parler du traitement, comment le traitement va se passer, peut-être qu'après le traitement, les chiffres peuvent baisser comme vous l'avez dit, parce qu'il y a la question des mineurs et des doublons et tout. Mais dans la phase d'abord de ces données provisoires qui nous amènent à 8 millions, comme vous l'avez dit, on a fait au moins 3 ans sans qu'il y ait recensement. Entre-temps, il y a un grand nombre de gens qui ont atteint l'âge de voter. Maintenant, la répartition de cette statistique-là, il y a débat, notamment des partis politiques de l'opposition qui contestent des données qui viennent par exemple de certaines zones, de la Haute-Guinée, de Kankan, de Sigiri notamment, et qui pensent qu'on a dû gonfler les chiffres. Et ajouter à cela, par exemple, la vidéo du président où il dit que si tout le monde se bouge à Sigiri pour le recensement, Sigiri seul peut valoir Ratoma et quelle autre commune réunie. Donc, en termes de confiance dans les statistiques, vous avez des partis de l'opposition qui pensent qu'on a dû gonfler les chiffres. Est-ce que vous avez des explications à donner à ce niveau, en termes de répartition de ces statistiques, commune par commune, ville par ville? Merci beaucoup. C'est le lieu quand même de rassurer l'ensemble de nos compatriotes et citoyens guinéens que nous n'avons pas d'agenda politique à la CENI. Ok, je le disais il y a récemment dans une émission chez des confrères à vous, la CENI, il n'y a pas d'agenda politique. On peut pêcher de deux façons. Un retard constaté sur les procédures, n'est-ce pas, où nous ne maîtrisons pas effectivement, parce que il faut comprendre que c'est des gens qui sont formés à Conakry, qui vont former les démembrements à leur tour. Donc comprenez la déperdition qui peut arriver lors d'une formation. Bien. Et que d'autres restituent mieux, que d'autres ne restituent pas. Maintenant, pour revenir à l'accroissement des chiffres, comme on l'a dit, par région de la population électorale, la population électorale, si vous devrez faire une comparaison entre peut-être 2015 et 2020 maintenant, donc l'enrôlement en 2018, il va falloir, premièrement, attendre les chiffres définitifs. Nous allons sortir ce tableau de comparaison, sortir même les pourcentages en termes d'accroissement de nombre d'électeurs par région. À date, c'est vrai, la région de Conakry a évolué, la région de Kankan a 1 600 000 et quelques électeurs, la région de Kindia passe à 1 million aussi, contrairement à ces 600 ou 500 000 en 2015, qui se retrouvent à 1 million. C'est vrai, c'est une progression, mais les gens, quand même, on n'est pas là, nous, pour répondre aux politiques, il faut qu'on le sache. On travaille entre les compétiteurs. Et les compétiteurs pour ces élections, c'est les partis politiques qui acceptent quand même de présenter des candidats à ces élections. Donc on ne fait pas de commentaires sur leurs propos. Mais on explique à nos compatriotes, aux citoyens guinéens, comment nous avons fait le travail. Ok? Moi, si j'essaie d'expliquer aujourd'hui pourquoi... Non, je ne peux pas. Je le dis, pour analyser l'accroissement de la population, il faut être un démographe. Pourquoi on dit démographe? Le démographe, c'est celui qui peut analyser les naissances, qui peut analyser les décès et qui peut donner les causes du gonflement, de la démographie dans une région et dans une autre. Alors, il est important, M. Wouli, très important surtout la question que je vais poser. La question que je vais poser en ce moment, est-ce que ce que la CENI doit faire, ce n'est pas de s'intéresser à comment la population a augmenté en si peu de temps, mais puisque la loi dit que quelqu'un doit se présenter devant la machine de l'agent avec une carte d'identité pour se faire enrôler, la CENI se contente de faire ce travail et de comptabiliser les données. C'est ce que vous avez simplement fait. Maintenant, les chiffres à la fin donnent ce que ça donne. C'est ce qu'on doit comprendre. Je vais vous dire, quand on présentait les statistiques, c'est vrai que nous avons invité l'Institut national
des statistiques à la présentation. Ok. Pour cette année, comme vous dites, parce que vous vous intéressez à la région de Kankan, mais c'est la somme. Quand vous prenez la région de Kankan, c'est 309 000 personnes qui, quand même, ont les empreintes, ont la photo. C'est pas inventé, ça. Le logiciel est fait de telle sorte qu'il faut votre empreinte, il faut votre photo. On ne peut pas, par quelle magie on va créer des humains. Je ne connais pas en matière informatique. Peut-être qu'il y a d'autres intelligences qui existent en matière informatique qui peuvent trouver des chiffres. N'est-ce pas? Mais je vais vous donner des chiffres. Matoto a toujours dépassé Ratobo. La tendance est renversée cette traditionnellement. Année. Traditionnellement. On estimait qu'il y avait plus de personnes toujours à Matoto que dans Ratobo. Mais cette année, Ratobo a fait un record. Il passe à 442 000 d'enrôlés, contrairement à 390 à Matoto. Vous voyez un peu. Donc le nombre d'électeurs à Ratoma dépasse Matoto cette fois-ci. Kindia aussi a fait un bon score. Ils ont pu quand même, 188 000 personnes se sont mobilisées. Mais moi j'étais dans un dialogue récemment où un leader m'a dit, dans nos fiefs, dans mon secteur, les opérateurs de saisie pouvaient faire 180 personnes enrôlées jour, selon les motivations. Ok. Alors que nous, quand on faisait les calculs, on allait jusqu'à 70-80 mais par jour. On a calculé la répartition en fonction du nombre d'électeurs existants et en fonction des statistiques, faire une extrapolation pour dire pour telle localité, il faut tel nombre de machines. Et l'équipe devrait bouger pour aller vers ça. Donc l'accroissement du nombre d'électeurs dans la région spécifique, c'est dans toutes les régions, il y a eu de l'accroissement, il faut le dire. Peut-être quelques différences près alors. Les taux ne sont pas les mêmes, mais il y a eu l'accroissement dans toutes les 8 régions de la Guinée, en termes d'enrôlement cette fois-ci. Puisqu'on a d'abord demandé à ce que tout le monde se représente devant les machines. Donc le message est parti, ce qui était dans la base de données devrait revenir. Pourquoi l'audit a fait ça? C'est un problème technique. Vous savez, on a changé à peu près plus de combien d'opérateurs techniques au niveau de la Guinée. On a commencé en 2008-2009 par Sagem. On a laissé Sagem. Les politiques ont revendiqué. On a recruté Wemark. Vous avez suivi l'histoire Wemark avec son opérateur local, Sabari. On l'a abandonné. C'est dans un accord, on a dit leur travail s'arrête à la production de la dernière carte d'électeur en 2013. On a changé. On a trouvé un opérateur. On se préparait à faire les communales. Après, on a été confronté aux aspects opérationnels du vote dans les quartiers et dans les districts. Un accord est venu dire non, on va changer la loi, ça va être au prorata des résultats, comme si c'est le scrutin des grands électeurs. Donc, on a pris ICD. Il a fait un travail, il a fini. On dit non, l'accord dit non, on fait un appel d'offres. On fait un appel d'offres, Gemalto revient, Gemalto travaille. Gemalto quitte. Non, il faut trouver un opérateur. On prend Britec. Britec fait les communales. Et nous nous retrouvons avec une matrice. Aujourd'hui. La migration des données d'une solution à une autre amène des anomalies chez les électeurs. Les électeurs dits sans empreinte aujourd'hui n'étaient pas sans empreinte quand ils rentraient dans la base. Donc c'est lors des transferts d'un opérateur à un autre, ils ont été corrompus. Ils ont eu des données altérées. Mais est-ce qu'on doit pour autant leur dire qu'ils sont des fictifs ou qu'on doit, s'ils ne reviennent pas à s'enrôler, on doit les effacer de la base de données? Je ne pense pas. Donc c'est le lieu de dire pour moi que dans l'accord politique, en plus des recommandations, il a été question de toucher à la loi électorale. Ça n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui, vous l'avez dit, nous avons des chiffres qui étonnent certains. Vous dites pourtant c'est pas définitif. Vous êtes donc à quelle phase? Pendant que nous sommes sur ce plateau, vous êtes en train de travailler sur ces données-là pour afficher les résultats provisoires. C'est pour quand? Les listes ont été produites. Et si vous voulez promenez-vous un peu, vous allez voir la date de génération et d'impression des listes quand vous tournez à l'intérieur à Conakry ici. Les listes ont été produites depuis le 4, 5, 6 janvier sur l'étendue du territoire. Les listes ont été acheminées
est arrivé dans chaque préfecture le 8 janvier. D'accord. Le 8 janvier, et vous avez suivi un peu les difficultés qu'on a eues, parce que c'est un aspect qu'on ne dit pas souvent. Mais quand vous faites un budget, vous allez sur la base de 2000, vous vous retrouvez avec 5000 personnes. Et les gens réclament plus. Vous faites les calculs, vous voulez leur donner des émoluments moins que ça, ils disent on ne veut pas, ça vous crée un problème de budget. Tout de suite. Il faut quand même qu'on vienne compenser pour augmenter, parce que ça fait un gap à chercher en matière électorale. Donc quand ça arrive, les démembrements qui, au lieu de s'atteler à l'affichage tout de suite, conformément aux instructions données, étaient dans des revendications pécuniaires d'abord, qu'on essaie aujourd'hui de régler. Donc l'affichage devait se faire à partir du 9. À partir du 9, ce qui n'est pas encore le cas. Ça fait un retard et on a donné les avis du 11 au 25, l'affichage prendra fin. Donc ça fera 15 jours. Pendant ces 15 jours, les réclamations sont traitées. Et la loi même est claire. Si je peux le citer, j'entendais dire que ce n'est pas une opération de bout en bout. C'est au moment qu'on affiche. Vous avez parlé des cas des mineurs. On a radié 58 000 personnes, présumées mineurs. Parce qu'ils sont tous venus avec une pièce qui atteste qu'ils ont 18 ans. Donc les 58 000 mineurs vont être enlevés ils sont déposés dans les tribunaux aujourd'hui, ils sont radiés. Donc cela va être imputé de ces 8 millions-là déjà? Non, ils ont été radiés avant les 8 millions. D'accord. Ils sont radiés et nous, on a déposé leur liste. Ils sont imprimés avec la photo, les données alphanumériques. On a fait un soin transmis à tous les présidents de tribunaux de première instance sur l'étendue du territoire. Si vous passez aujourd'hui à Dixine, ils ont reçu déjà la liste des présumés mineurs. S'ils ne se retrouvent pas sur la liste à Dixine, ils ont la procédure à suivre. Faire une réclamation devant la commission d'affichage. La commission d'affichage va noter leur réclamation, transmettre au démembrement de Dixine par exemple, qui va les orienter vers le tribunal. Donc ils iront se justifier devant le juge pour dire qu'ils ont 18 ans. Alors est-ce qu'à date les fiches sont affichées, les jeux des listes provisoires sont affichées? Beaucoup ne l'ont pas affiché parce que compte tenu du contexte politique, les gens ont peur que les listes ne soient déchirées par endroits. Donc on les garde au niveau des secteurs, mais il va falloir qu'on donne accès à la population pour venir regarder ces listes. Parce qu'il faut une communication officielle pour dire aux gens les listes sont affichées. L'avis est parti et l'avis est signé du président de démembrement avec le maire. Le maire de la commune rurale, le maire de la commune urbaine. Et l'avis a été signé depuis le 11. Et pour qu'on Mais c'est le contexte politique qui a effrayé beaucoup d'autorités locales à conseiller à garder les listes pour que les gens viennent observer. Pour qu'on accuse aussi, est-ce que l'info est passée pour dire que les listes provisoires sont disponibles maintenant, oui, mais que les gens doivent regarder? C'est là où il y a plus de crainte. D'accord. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Si, aujourd'hui la forêt est en train d'afficher, la Haute-Guinée est en train d'afficher. Nos missionnaires qui sont partis, pas pour afficher, il faut le préciser, ils sont partis faire l'appropriation sur comment on crée un bureau de vote, comment on affecte les électeurs au bureau de vote avec les informaticiens et saisir les nouveaux bureaux de vote sur le terrain. Par exemple, à l'Abbé, ils n'ont pas accès. Ceux de Mamou ont commencé ce matin, on a reçu le message, mais toute la région de l'Abbé, ils sont bloqués, ils sont quelque part en sécurité parce qu'ils ont failli même perdre leur vie. Dans ces manifestations. Avec les manifestations. Et donc après, il y aura la phase de contentieux, c'est cela? Elle est engagée. Déjà. Elle va avec l'affichage. En même temps, ok. 15 jours, les listes sont affichées uniquement pour gérer les contentieux. D'abord, vous vérifiez votre présence sur la liste, vous vérifiez s'il n'y a pas de correction à apporter, vous vérifiez si vous êtes omis. Les mineurs vont se retrouver, par exemple, ils vont dire qu'ils sont omis, ils ne sont pas omis, on les a radiés. Ils doivent contester, réclamer. Cependant, mais la loi même dit que nous pouvons ramener ce délai à 8 jours quand il s'agit de révision à titre exceptionnel. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous sommes restés sur la base de 15 jours. Je veux quand même vous donner l'article parce qu'il faut que les gens, quand vous prenez l'article 14, je crois que c'est le dernier alinéa, ce délai est ramené à 8 jours en cas de révision exceptionnelle des listes électorales. Nous sommes dans une révision
exceptionnelle des listes réclame. Et tout électeur omis peut également présenter ses réclamations à la commission administrative et saisir en cas de besoin le président du tribunal de première instance compétent. C'est ce que je vous ai expliqué, cette procédure-là. Donc on ne l'a pas ramené à 8 jours, nous la maintenons et nous allons la clôturer le 25 au plus tard. Alors il y a une version de délais légaux qui circule en ce moment, comme quoi si on respecte de bout en bout les délais légaux pour l'affichage de la liste provisoire, donc de 15 jours, respecter, il paraît qu'il y a un délai aussi pour le contentieux. Non, c'est pas séparé. Mais c'est ensemble. C'est ensemble, voilà. Vous voulez attendez, M. Diallo, parce que il ne faut pas s'asseoir, dire, interpréter l'article 22, qu'on fait cas, le président du démembrement de la CENI concernée, assisté du maire de la commune, doit donner avis à la population de ce dépôt par affiche apposée au lieu habituel et faisant connaître que les réclamations sont perçues pendant un délai de 15 jours. Nous l'avons fait. C'est ça l'affichage. C'est ce délai de 15 jours. Adressé au président de la CENI dans les 2 jours qui suivent une copie du tableau récapitulatif et un exemplaire du procès verbal de ce dépôt. C'est fait. Donc, c'est-à-dire que si on comptabilise ces délais légaux... Le contentieux, on affiche pour gérer le contentieux. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que tout est superposé, ça se fait ensemble. Donc l'affichage et le contentieux, ça se fait ensemble. Et puis la période de la distribution des cartes d'électeurs, on n'est pas y arrivé encore. Justement, mais cela dit que si on met tout ça de bout en bout, on serait forcément au-delà du 16 février. À moins qu'on compresse. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que c'est pas vrai? Je ne confirme pas, parce que je ne sais pas. On vient d'abord de lire qu'il y a de la fausseté dans ce document. La loi ne dit pas ce qu'ils ont mis. Le contentieux est traité ensemble. C'est pour cela que je dis, il n'y a pas d'école pour aller sortir expert. Il faut travailler. Ça me fait 23 ans que je suis dans les élections. Ça se fait ensemble et nous allons boucler cela le 25. Le 25 janvier. Et comment ça se fait? Quand il n'y a pas de contentieux, en général, il y a peu de contentieux dans nos localités. Les contentieux qu'on connaît, c'est les mineurs. 2015, ceux qui se sont plaints, les leaders étaient là à dire on a omis nos électeurs ici. C'était des électeurs mineurs qu'on a radiés. D'accord. C'est ça le problème. Donc les contentieux se gèrent. Et si vous allez dans l'article 14, avant, on va te dire comment ça se gère. Dès que c'est fait, il y a 2 jours, les délais sont précis. Ça se fait au même moment que l'affichage. Maintenant, la distribution des cartes d'électeurs, oui. La loi dit 30 jours, jusqu'au jour du scrutin, on peut distribuer les cartes d'électeurs. C'est cette loi qui le dit. Maintenant, nous, de façon opérationnelle, nous sommes en train de travailler. Nous ne pouvons pas, et je conteste, remettre la date du 16 en cause. Je ne peux pas. C'est impossible. Sauf phénomène extérieur, n'est-ce pas? Sauf phénomène extérieur, comme le dit le président. Et nous sommes dans la lancée, nous sommes en train de travailler. Et vous savez, avec les recommandations de l'audit, ce travail ne prendra pas de temps. Parce que l'électeur est dans son secteur maintenant. Il est dans son secteur, il s'est enrôlé dans son secteur. Et voilà, globalement, le travail se passe très bien. Bien. On sait bien que certains sont sortis du processus, ne prendront pas part. Et pour l'instant, vous gérez le processus pour ceux qui ont présenté des candidats, ainsi de suite. Quelle est la nouveauté? Quelle est la phase à venir par rapport au fichier? À quoi on peut s'attendre de nouveau pour terminer cette émission, notamment en parlant des chiffres? Et je reviens par exemple sur ceux qui ont fait une comparaison entre les chiffres de départ que vous avez sortis globalement, pour Conakry par exemple, et les chiffres par commune qu'on comptabilise et au final qui ferait une différence, n'est-ce pas? 1600 et quelques au total pour Conakry. Maintenant, si vous prenez les chiffres commune par commune, on se dit que le total de cela est différent de ces 1600. Est-ce que les gens s'y ont mal pris dans le calcul? Ou est-ce que vous vous êtes trompé? C'est moi qui ai fait la présentation. Vous avez un premier tableau qui fait 500 et quelques millions, 5 513 000. Ça, c'est un chiffre brut, n'est-ce pas? 5 513 000, c'est un chiffre brut. Pour Conakry. Pour Conakry. OK? Et le même chiffre brut est donné au niveau des préfectures. Donc, si vous prenez les chiffres bruts, après traitement, on a enlevé les doublons, les mineurs, donc ça a fait baisser. Donc il y a un tableau où on dit les électeurs valides. Maintenant vous prenez l'enrôlement, parce que moi quand on m'a posé la question, je suis venu revoir les chiffres. C'est un chiffre brut
comparé à un tableau qui est un tableau provisoire, c'est-à-dire consolidé. Donc si vous faites ça, vous allez faire des erreurs. Il n'y a pas d'écart. Nullement les 1000 et quelques, il n'y a pas d'écart entre les valides au niveau de la région et les valides additionnés au niveau de chaque commune à Conakry. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. Donc, certainement, les gens ont fait les photos, mais l'interprétation n'y étant pas, parce que même quand vous prenez entre les valides, comme je l'ai dit, il y a un écart. Il y a un écart. Voilà. Donc, c'est une mauvaise interprétation. Est-ce que c'est vrai aussi que l'électorat a baissé à Kaloum, par exemple? Comment ça? Comment ça? L'électorat n'a pas baissé à Kaloum? Ah mon Dieu, je suis quand même... c'est décevant. Hein? Donc, vous voyez déjà, pour cette année, Kaloum, 39 000 personnes sont passées devant les KRL, 39 336. En plus de l'existant, on ne peut pas me dire que l'électorat a augmenté. C'est quoi? A baissé à Kaloum. C'est un décès ou c'est quoi? Bien. Moi, je ne me retrouve pas. Donc, ce n'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens racontent beaucoup de choses. Kaloum avait 50 000 électeurs. Kaloum avait 50 000 électeurs auparavant. C'était ça les chiffres de Kaloum. Et aujourd'hui, nous sommes à plus? Oui, aujourd'hui, nous sommes à plus. Selon les données provisoires? Selon les données provisoires, nous sommes à plus. Donc, on ne peut pas me dire que l'électorat a baissé à Kaloum. On ne peut pas me dire ça. Bien. Alors, pour terminer, puisque vous l'avez dit, on n'a pas le temps, c'est sans doute une première partie. On va revenir un peu dans la phase de distribution des cartes d'électeurs et revoir encore le visage du fichier et peut-être revoir les chiffres. Dernier mot? Non, vous allez revenir, c'est vrai, quand on finira la consolidation finale. On donnera tous les chiffres définitifs. Ce sera la liste définitive du bureau de vote avec le nombre, le corps électoral qui va aller voter. D'accord. Ça, on le donnera avant la distribution des cartes d'électeurs. Bien. Donc, ce sera une autre émission pour vous autres. Merci d'avance pour cette disponibilité. Et comme je l'ai dit, un dernier mot sûrement à l'endroit des électeurs et tout, pour terminer. C'est de les mobiliser. Je sais que c'est pas facile, mais chacun doit se rassurer qu'il est sur la liste électorale, qu'il est au bon endroit, avant que nous nous consolidions et que nous passions à l'impression des cartes d'électeurs. Parce que c'est le temps, c'est pas beaucoup. Mais moi, je demande à tous les électeurs guinéens de faire les choses dans la paix, dans l'actitude. La Guinée a besoin de paix. La jeunesse guinéenne a besoin de paix. Les citoyens guinéens ont besoin de paix. Donc si nous devons aller voter, il faut qu'on aille dans la paix, voter et revenir chez nous. La démocratie aussi, elle est dure, elle est difficile, mais c'est une dictature de la majorité. Ça, il faut le reconnaître. Bien. Donc c'est sur ces mots que je vais prier le Tout-Puissant Allah de protéger notre pays, de nous protéger tous, d'éloigner le shaitan de notre pays et de faire que le cœur des Guinéens s'apaise et que les Guinéens s'acceptent entre eux. Voilà. Merci donc, Madame Camara. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Voilà, merci à tous pour l'attention. À très bientôt pour revenir sur ces sujets du fichier électoral. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.